donc j'étais en Syrie, et là, il y a une semaine, donc j'étais là, dans une ville. Voilà, vous voyez, regardez ça, hein, vous allez voir. Vous voyez bien hein, le décor, hein, et vous revoyez en boucle. Elle est toute contente. Vous voyez le décor. Alors, cette jeune femme, c'est une architecte. Vous voyez, elle est voilée, c'est une musulmane. Et vous voyez, elle sort d'une église chrétienne. Une église chrétienne, il ne reste rien. Parce que là, dans cette église, tout autour, là, c'était l'État islamiste. Et cette jeune musulmane, elle est architecte. Et elle a de l'argent, elle se bataille, comme beaucoup d'autres architectes. Et comment elle se bataille pour reconstruire cette église. Vous voyez un peu, vous voyez des ruines, et elle va la refaire, mais sans faire tomber l'espace là. C'est un endroit, quand j'étais là, c'est un endroit où on ne peut pas aller. Là, elle court parce que là, tout est organisé là. Mais si on marche là derrière, là, quand je marchais là derrière, il y avait des types avec pour les mines, pour les démineurs. Donc il y a encore on peut encore exploser là derrière. Bon, et cette personne, pourquoi fait-elle ça? Ça, je trouve l'humanité extraordinaire. Elle fait ça parce que remonter des pierres, elle se fout que ce soit chrétien. Elle se fout qu'aujourd'hui, ils n'en sont plus là, les Syriens. Elle se bataille pour remonter des pierres. Parce qu'en remontant cette église, en reconstruisant ce pays, mais par petits morceaux, il y a des destructions tellement immenses, eh bien, elle remonte la tête des gens. C'est pas beau ça? C'est en remontant les ruines, en se battant pour faire que les ruines ne soient plus des ruines, qu'elle se bat pour le moral, pour que les Syriens retrouvent la Syrie. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai vu des choses comme ça en Syrie. Et cette jeune femme, donc, bravo, hein, bravo à elle, bravo à d'autres comme elle, beaucoup les architectes, beaucoup, parce que tout est détruit, enfin, des grandes parties sont détruites. Et là, elle est contente parce qu'elle vient de recevoir l'accord de l'UNESCO. Donc, c'est une bataille d'argent, c'est une bataille de... Alors nous, merci Edmond, on va se lancer dans une bataille de mots. On va se lancer dans une bataille de mots, dont plus exactement la découverte de, et je pense que tu vas pouvoir nous en dire dès le début quelques mots. Pardon ? Comment naissent les scénarios? C'était un peu le thème, mais je pense que la vie, en quelque sorte, doit faire éruption de manière brutale, mais optimiste. Alors, ce que tu nous as présenté. Alors, en premier, donc, je veux dire quelque chose. Vas-y, dis Voilà. quelque chose. Donc, j'ai parlé de cette jeune femme. Et comme je reviens de Syrie, et comme j'étais dans le Nunavut l'été dernier, et comme je continue à faire des choses sans arrêt comme cela, qui ne sont pas des scénarios, là. Je vais dans un pays, là, j'ai été invité, on ne peut pas aller en Syrie comme ça. J'ai été invité par les chrétiens, mais j'étais avec des musulmans, là. Voilà. Nous sommes pas responsables de ce qui se passe en Syrie. Faut pas se donner des coups. Même si on peut estimer que les frontières comme elles ont été faites et tout cela, les Blancs, nous sommes responsables quand même de quelque chose. Mais laissons cela. Quand je parle de responsabilité, ce n'est pas que cela soit détruit. Cela est détruit. On est devant le monde aujourd'hui qui part en morceaux. Et je lisais ce matin quelque chose de la revue Nature qui, sur 9 possibilités, ils étudient les endroits où ça devient grave, dangereux, hein, pour nous, l'humanité, pas seulement en Syrie, pour nous tous. Et ils ont 9, comment on pourrait dire, l'écologie, la chaleur, le machin, le poison dans les cultures, enfin. Et bien sur 9,
il y en a 7 que nous avons dépassé les mesures et que maintenant, la démolition va se faire toute seule sans qu'on puisse plus rien. Enfin, plus rien. En vérité, on peut toujours. Hein. Alors, du coup, face à ça... Alors, on est tous responsables, mais moi, je fais des livres et je suis plus responsable, comme un professeur est responsable avec les élèves, comme un cinéaste est responsable. Je crois qu'aujourd'hui, toute personne, mais les parents sont responsables avec leurs enfants, donc on est tous responsables. Et la responsabilité est une des plus belles choses qui soient au monde. Et la responsabilité n'est pas quelque chose qui nous écrase, c'est une joie. De savoir qu'on est responsable, c'est une chance. Et quand on fait des livres comme je fais, eh bien, cette chance, elle est démultipliée, puisque je fais des livres qui se voient, que des gens lisent, que des gens en parlent. Donc ma responsabilité, elle est démultipliée. Et c'est là que je dis l'importance d'ici, d'un festival comme ça. Parce que vous qui organisez le festival, vous êtes aussi responsable dans ce sens-là. Les gens qui viennent, vous, là je vous parle, je suis responsable de ce que je vous dis. Et ça, c'est capital, parce que effectivement, il faut prendre en charge cette planète, il faut la prendre tous en charge, mais il y en a qui peuvent la prendre plus que d'autres. Je ne parle pas des gens politiques comme la madame qui est là, mais je veux dire qu'on est, elle aussi, alors elle est bien plus responsable que moi. Mais voilà, c'est cette question de savoir qu'on s'engage dans la sauvegarde de l'humanité, de la planète en même temps, mais de l'humanité. Et dans cet engagement, effectivement, il y a la responsabilité de ce que je fais, de livres que je fais, des scénarios donc que je fais. Et je peux maintenant parler du scénario. Voilà. Tu retombes parfaitement sur tes pieds, le scénario étant comment naissent les scénarios. Donc ma première question, après cette magnifique introduction, sera peut-être justement, elle est un peu double. Un, pourquoi continuer à raconter des histoires ? Et comment raconter des histoires quand il y a de la destruction des hommes, des villes, de la planète, comment et à quel moment tu as envie de raconter une histoire, ton travail se séparant entre, pour ceux qui connaissent moins le travail de Montbaudouin, ce qu'on peut appeler une bande dessinée documentaire, enfin tout ce que tu fais sur les portraits, l'autobiographie, une bande dessinée engagée autour des migrants. À quoi ça sert de raconter des histoires maintenant ? Donc j'ai dit, vous voyez, je reviens de Syrie et déjà la semaine prochaine, je m'en vais dans le sud de la France, dans une espèce d'hôpital du côté de Aix-en-Provence, un hôpital, je vais rester 21 jours, un hôpital qui fait quoi ? Cet hôpital ne se préoccupe que des militaires de la Légion étrangère qui ont été cassés dans la tête, dans le corps, ou dans le corps et dans la tête en même temps. C'est pas moi qui décide ça. Jamais de ma vie, j'aurais jamais pensé aller dans un hôpital qui s'occupe de la Légion étrangère. C'est pas que je les aime pas, c'est des êtres humains. Mais pourquoi ça me viendrait dans la tête d'aller ? Donc, c'est des gens de la DRAC de Marseille qui m'invitent, qui me proposent une résidence. Et je ne peux pas dire non. On vous propose un truc comme cela. Je vais me trouver 21 jours dans un hôpital avec des gens maboules. Mais seulement, là aussi, c'est l'humanité. C'est des êtres humains en entier, souvent qui ont été malheureux enfants et puis qui ont continué à être malheureux et qui maintenant sont esquintés. Donc, là aussi, ma responsabilité est de dire oui, d'aller voir ces gens et de faire un livre sur la Légion étrangère. Quoi, l'antimilitaire Donc la Syrie, la Légion étrangère. Bon, mais ça, ce n'est pas des scénarios, je ne choisis pas. Il y a des choses que je choisis, comme d'aller avec Troops dans le Nunavut. Là, oui, j'ai demandé de l'argent au CNL pour aller là-bas. Mais il n'y a pas de scénario non plus. Je fais des portraits des gens, les gens me parlent, je donne le portrait en échange d'une question, d'une réponse à une question. Donc, je donne le portrait et je photographie le portrait pour le recopier
Et le livre se fait comme ça, de portrait. Je ne fais pas de scénario. Je raconte un peu comment j'arrive dans ce pays, l'avion, ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on mange, ou des trucs comme ça. Mais il n'y a pas un vrai scénario. Maintenant, un scénario. Il m'arrive de me poser la question d'un scénario. Pour ceux qui se posent la question, ou ceux qui ne se la posent pas, mais que quand je suis embêté d'une idée de scénario, simplement, je vais marcher. Je marche. Et en marchant, je me balade avec un carnet, là, comme je viens de vous lire. Voilà, dans ce carnet, je fais des dessins. Tiens, mets-le en dessous, Ah comme oui, ça voilà. les gens le verront. Bon, je fais des... Ouais, mais là, oui, on voit, oui. Je fais des dessins et j'écris beaucoup. Je fais des dessins et j'écris. Mais vous voyez, après, quand j'ai écrit, des fois, je fais un dessin sur ce que j'ai écrit, quand ça ne me sert plus. Il y a des dessins et de l'écriture, voilà. Et je marche, je m'arrête, je dessine et j'écris des idées qui me viennent dans la tête. Si je cherche un scénario, je vais marcher et je vais noter. Par exemple, il me vient plusieurs idées en marchant. Il en vient plein. Je vois un arbre, j'écris arbre. Je vois un papillon, j'écris papillon. Je vois un avion passer, j'écris avion. Imaginons. Et j'ai une liste de sujets que j'ai écrits. Arbre, papillon, avion. Imaginons, j'ai noté cela. Je laisse décanter. Je continue les jours suivants à marcher. Et qui est-ce qui va venir le plus souvent? Si c'est avion, au bout d'un certain temps, je me dis pourquoi les avions? Je n'ai pas plus envie de travailler sur les avions que cela. Mais je me dis, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec les avions. Il va falloir que je me préoccupe de faire un scénario sur les avions. Alors, a priori, j'ai rien à dire, moi, sur les avions, que peut-être ça pollue. Ah oui, ça pollue, alors je note. Ah oui, ça pollue, mais quand même, les voyages, c'est important. Si on m'invite en Syrie, je ne vais pas autrement qu'en avion. Enfin, on ne va pas en Syrie en avion, on va à Beyrouth et après, on vous amène en Syrie. Mais bon, donc, oui, les avions, oui, à quel moment c'est bien, à quel moment c'est pas bien. Quand est-ce que ça a été fait? Qui est-ce qui a inventé? Je me mets à noter des quantités de trucs autour de l'avion. Et l'histoire, le scénario, va se faire à l'intérieur de ce que je note. À l'intérieur, ça m'échappe. Je n'ai pas d'histoire. Je fais simplement que je note des quantités de textes. Je remplis mes cahiers de textes. Et au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui se décante sans que je le sache, à mon insu. Je vais trouver le lien. Avec l'avion, ça peut être la pollution, comme ça peut être, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que l'avenir peut se passer des avions? Puisque l'avenir, ce ne sera peut-être pas ce qu'on vit là. Comment on va faire avec les avions? Quelque chose comme cela. Et je vais m'y plonger là-dedans. Ça ne me plaît pas beaucoup, hein. Je vous parle du sujet de l'avion, mais vraiment, ça m'enchante pas. Hein. Mais je vais m'accrocher à ça, puisque c'est ce sujet qui est venu plus que les papillons et les arbres. Je vais m'accrocher à cela. Et à partir de là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que de créer? Ça veut dire quoi? En vérité, on ne crée rien, on recrée. Les choses existent. Les idées, on lit quand on est enfant, le ciel nous donne des idées, les nuages, on s'amuse à rêver qu'est-ce qu'on voit dans les nuages. Donc, on n'invente pas les nuages inventent notre imagination. Hein? Les choses ne nous viennent pas de nulle part. On est tous en apprentissage. Même si on ne va jamais à l'école, on apprend. Hein? On apprend constamment de ce qui est autour de nous. Eh bien, donc, recréation. Mais la recréation, c'est quoi alors? On apprend à l'école A, B, C, D. Et puis après, on apprend papa, maman à écrire. Et puis après, on apprend
Eh bien, cet été, avec papa et maman, je suis allé en vacances à la mer. Bon, ça c'est la base. On est obligé d'apprendre à écrire si on veut aller plus loin dans l'expression de l'écriture. Mais avec papa et maman, on est allé à la plage en vacances, ça vaut rien. Bien que, je peux y revenir après, bien que dans certains cas. Donc on veut aller plus loin. Et où et comment on va plus loin? Longtemps j'ai cru que... Oui, j'ai du mal à être assis, hein, vous le savez. Ouais, tu peux faire une conférence en marchant. Longtemps j'ai cru que la création commençait quand on arrivait au bord de son précipice intérieur, comme quand on est au bord du précipice. Mais non, là, quand on est au bord du précipice, eh bien, c'est même pas le premier mot. On est arrivé là parce qu'il fallait y aller. Mais quand on est là, eh bien, il faut y descendre. Alors, si on a le vertige, on peut s'attacher à une quinzaine de cordes. Hein? Moi, j'ai le vertige. Donc, on peut s'attacher, mais il faut y aller. Hein? On peut se prendre toutes les sécurités, on va dire, mais il faut descendre à l'intérieur de soi. Et c'est en descendant à l'intérieur de soi que l'on touche les autres. Hein? Si on reste avec maman, on est allé à la plage cet été en vacances, rien. Mais si on descend à l'intérieur de soi, alors on arrive à l'autre, on arrive à l'humanité, puisqu'on arrive à la nôtre, et que nous sommes tous des êtres humains, et donc on arrive à l'ensemble de l'humanité. Mais il faut descendre dans son précipice pour aller dans le précipice des autres. Comment vous dire cela? Des fois, c'est très difficile. Bon, je fais des livres particuliers, je raconte. Mais quoi qu'on fasse, même l'attaque de la diligence, hein, même des livres d'aventure, un des moments qui m'a peut-être le plus été difficile, mais ils sont tous difficiles, c'est toujours difficile. Ma mère avait Alzheimer et une fois, je vais la prendre à l'endroit où on s'occupait d'elle, parce que je ne pouvais plus m'occuper d'elle. Et là, on me dit, bon, vous allez promener avec elle, mais maintenant, on lui met des couches à votre maman, parce qu'elle ne se retient plus. Ma mère, maman, petite paysanne qui était une chèvre qui courait dans la montagne, tu te retiens plus, je suis né là de ton ventre, je suis sorti de ton ventre. Déjà, vous voyez, je descends dans le précipice, rien qu'en disant cela. Je suis sorti de ton ventre et ton ventre ne retient plus rien. Alors, on marche, je lui paye une glace et puis je lui dis, ne bouge plus, mais elle ne comprenait plus rien. Mais voilà, de toute manière, elle ne bougeait plus, elle était là. Et je la dessine. Et puis, le livre, je l'ai fait de son vivant, Éloge de la poussière. Hein? Je l'ai fait de son vivant. Et en la dessinant, je lui dis, maman, écoute, maintenant, ça ne vaut plus rien, cela. Ce que tu vis ne vaut plus rien. Le mieux, tu vois, c'est que tu te décroches de la branche, que tu arrêtes ça. Hein, ça ne sert plus à rien. Elle ne me comprend pas, elle me regarde. Oui, elle fait comme ça. Et plus tard, ce dessin, je le réduis et je le colle dans une page que je suis en train de faire. Et j'écris qu'elle a des couches. C'est le vrai portrait de ma mère. Et là, j'écris à côté, maman, maintenant, il faut que tu te décroches. Et ça va être dans un livre. Ça va être dans un livre. Et à ce moment-là, quand je fais ce livre-là, maintenant, c'est devenu quelque chose, non pas habituel, mais les auteurs descendent dans ce précipice-là. Mais à l'époque, je sais que personne n'a fait ça encore dans la bande dessinée. Que donc, personne, ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part, est allé dans le précipice à ce point. À ce moment-là, je le sais. Et je fais cela. Pourquoi je fais cela? Parce que si j'écris « Maman, décroche-toi » et que ce livre va être lu par des quantités de gens, il y a des gens qui ont leur maman ou leur papa ou leur grand-père ou leur grand-mère ou leur tante qui est dans cette situation et qui ont pensé cela de leur tante, leur grand-mère ou leur grand-père. Et que donc, si j'ose écrire cela dans le livre, il y a des gens qui, en lisant ce livre, vont se dire « Alors moi non plus, je ne suis pas un monstre.
puisque j'ai pensé cela, puisque cet auteur, il a osé dire cela dans ce livre. Mais moi non plus, je ne suis pas un monstre, parce que moi aussi, j'ai pensé ça de ma mère, ou de mon père, ou de mon grand-père. Donc, je fais œuvre d'humanité en écrivant cela. Mais cette page, j'ai l'impression que c'est interdit. Eh bien, dans le livre, après, j'ai continué, mais cette page, j'ai dû la déchirer 8 fois, 9 fois, en me disant, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas dire ça de ta mère. Elle vit encore. Tu ne peux pas raconter ça dans un livre qui va paraître. Et j'ai fini par le faire, par le laisser. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est que de descendre dans un précipice? C'est aller dans un espace où on pense, mais c'est pareil pour les écrivains, c'est pareil pour les cinéastes, c'est pareil pour la danse contemporaine. On n'a pas le mot avec la danse, mais je sais que le danseur contemporain descend aussi comme ça. Et que c'est là que l'humanité se touche, se parle avec la musique, avec le livre, avec le cinéma, avec la bande dessinée. Et voilà, le scénario, une part du scénario, c'est cela, c'est aller au plus loin, au plus loin, au plus loin, à ce qui nous semble interdit. Et quand c'est interdit, c'est là qu'il faut aller. Et alors, du coup, est-ce que tu arrives à savoir que certaines histoires, tu vas les continuer et que d'autres histoires, tu les mets de côté, tu les reprends après, tu les reprends des années après, ou est-ce un que livre, je tu te dis, dessine très vite, mais l'histoire me prend 2 ans, 3 ans. Le dessin va très vite chez moi, mais en amont, ce genre de questions qui sont dans mes livres, dans mes carnets, c'est quelque chose qui est en amont. Quelquefois, je l'ai écrit il y a 10 ans. Souvent, les auteurs vous disent « j'ai écrit en 5 ans, 10 ans ». Ce n'est pas vrai, on fait autre chose. Mais l'espèce de mûrissement d'un livre, quelquefois, ça prend des années, oui, bien sûr. Pour Les Fleurs de cimetière, je l'ai écrit en premier comme un roman, et puis j'ai jeté le roman, et puis j'ai écrit comme quelque chose d'illustré, et puis j'ai jeté. Donc ça m'a pris 7 ans. Mais 7 ans, dans 7 ans, j'ai fait au moins 5 autres livres, 6 autres livres. Mais il y avait toujours Les Fleurs de cimetière qui étaient là. Et à quel moment tu te dis que ça vaut la peine de reprendre une histoire que tu as laissée, cette espèce de sédiment d'histoire comme ça qui peut-être s'accumule? À quel moment tu te dis j'ai envie de, pour reprendre la métaphore de la descente, de redescendre et de retrouver un sédiment ou une couche comme ça géologique, de retrouver une couche que j'avais laissée de côté? Est-ce qu'il y a des glissements de terrain qui font que, bon, regardez cette métaphore, qu'une couche tout à coup réapparaît à la surface? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est conscient? À un moment donné, il y a plusieurs années, ou 2 ans, même seulement 2 ans, que l'on est sur quelque chose. Et comment dire? Vous savez, il faut faire confiance. Ça ne s'apprend pas à l'école. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre. Je vous ai dit le précipice. Le précipice, on ne peut pas apprendre à l'école. On y va. Il n'y a pas une manière de descendre dans le précipice. Et je pense que alors je reviens à la création, la recréation. Je pense que toute recréation est abstraite. Il n'y a pas de concret. C'est quelque chose d'abstrait. Abstrait comment? Comme une musique. La musique, c'est toujours abstrait. Eh bien, la recréation, c'est à l'intérieur d'une musique. Une musique qu'on a en nous. Et celle-là, elle ne s'apprend pas non plus. Mais on peut chacun de nous, ça ne s'apprend pas dans une école, mais chacun de nous peut la peaufiner. Chaque être humain peut peaufiner en marchant, en aimant, en se fatiguant sur quelque chose, en revenant sur un questionnement, ou en se mettant, je ne sais pas, moi, l'abbé Pierre, j'ai fait un livre avec l'abbé Pierre. Et là, je reviens du désert de Syrie, donc j'étais dans le désert, mais j'étais en voiture. Et dans cet espace-là, dans ces espaces-là, l'abbé Pierre,
Je lui disais, mais d'où vous est venue votre... Il était d'une présence extraordinaire à tout ce que je disais aux choses. Je me disais, ce vieux, maintenant je suis vieux comme lui, mais je me disais, ce vieux, comment peut-il être aussi présent? Et je l'ai vu se transformer sur des choses incompréhensibles a priori pour lui. Et je l'ai vu comprendre au bout d'une demi-heure, il comprenait tout d'une bande dessinée, alors qu'il n'avait jamais lu une bande dessinée, juste par la présence. Et je lui disais, mais où ça vient ça? Où ça vous vient? Et il me disait toujours, mon trésor, mon trésor. Et qu'est-ce que c'est votre trésor? Et une fois, il me dit, eh bien, c'était que j'étais pendant 7 ans dans un monastère. Je lui disais, mais vous lisiez? Il me disait, non. Mais vous vous occupiez du jardin à côté? Non. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Et je priais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 7 ans enfermé avec lui-même, en prison volontaire. Et c'est ces 7 ans qui lui a donné cette force. Alors, je ne sais pas comment vous dire. À un moment donné, il va prier. Mais c'est important parce que c'est ça aussi, l'intériorité. Je l'ai vu avec lui. Et il me dit, c'est l'heure de mon adoration. Moi, je ne comprends rien à l'Église. Je n'ai jamais cru une seconde de ma vie à une histoire quelconque de Dieu. Mais il me dit, je dis, je peux aller avec vous? Il me dit oui. Alors je descends, c'était dans une buanderie, il y avait une croix faite par un Africain. C'était aménagé comme ça. C'était en Normandie, dans un lieu de maison de retraite pour Emmaüs. Il était là. Et je le dessine, il se met à genoux. Il y a une bonne sœur qui vient dire quelques mots de la Bible, et puis il reste à genoux 20 minutes. Je dessine, mais dans sa bure, c'est vite fait. Hein. 3 coups de pinceau, et voilà, c'est fini. Hein. Bon, c'est un œuf, quoi, un œuf tout noir. Ah, je dessine en noir et blanc, hein, donc c'est vite fait. Après, quand il a fini, on marche dans le jardin. Et là, je lui dis, qu'est-ce que vous faisiez? Il me dit, je me mets devant une lumière, mais une lumière qui ne m'éblouit pas. Je vous dis, hein, ce qui est... J'ai dit, bon, ben, c'est bien, mais ça ne me dit rien. Alors il me dit, vous avez déjà vu le regard d'une femme qui vous aime? Là, j'ai été étonné parce qu'un prêtre me demande si... Mais il avait aimé des femmes, hein, enfin au moins une. Elle était enterrée tout à côté. Hein. Donc là, ça je savais qu'il avait au moins eu un amour. Et puis comme il me voit un peu hésiter, il se reprend, il me dit, vous avez déjà vu le regard d'un enfant? Alors je lui dis, j'ai vu les deux, oui, j'ai vu. Il me dit, eh bien, je me mets devant le regard d'un enfant. J'ai dit, vous faites ça? Et lui, il savait que j'étais à Nice. Comment il le savait? Peut-être qu'il regardait quand j'arrivais 3-4 notes. Bon, à l'époque, je vivais à Nice. Il me dit, à Nice, il y a la mer. Je dis oui. Il me dit, ben, il y a l'horizon alors. Je lui dis oui. Il me dit, eh bien, vous allez 2 fois par jour, comme moi, 20 minutes devant l'horizon. Et vous verrez. J'ai dit, mais ça, je le fais. Il me dit, ben alors. Et voilà, la prière, pour lui, qu'est-ce que c'était? Et donc, c'est cette intériorité. C'est rentrer dans quelque chose, le regard d'un enfant, pourquoi pas. Mais le regard d'un enfant, c'est un précipice, se mettre en rapport. Et quand j'étais en Syrie, j'ai rencontré un évêque qui a été prisonnier 2 ans de l'État islamiste. Donc, pas n'importe qui. Et il priait aussi beaucoup, il priait. Mais je lui disais, mais qu'est-ce que vous... Je lui ai raconté l'abbé Pierre, il me dit, oui, oui, c'est ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous faites « Je vous salue Marie, Mère de grâce », à quoi ça sert? Et il me dit, parce que comme ça, on répète un truc, mais ça pourrait être autre chose. Je vais manger à midi des spaghettis, mais à force de répéter, je sors de mon... Voilà, en vérité, c'est la répétition. J'ai découvert cela il y a une semaine en Syrie. Mais il faudrait l'apprendre aux enfants qu'on oblige à dire « Je vous salue Marie ». Parce que ce n'est pas « Je vous salue Marie », c'est une répétition quelconque. Vous répétez ce que vous voulez et au bout d'un moment, vous oubliez complètement où vous êtes. Ah bon, mais si vous me dites tout ça, moi alors je veux bien prier.
Mais parce que, voilà, je parle du scénario là, hein. Je parle de comment se mettre en situation de. Mais nous, quand on dessine, les auteurs qui dessinent, on y rentre là-dedans, on n'a pas besoin de prier. Parce que le dessin ou l'écriture vous amène là-dedans. Chercher le mot qui va avec l'autre mot. Faire une phrase courte, faire une phrase longue. Le cinéaste, pareil. Je veux dire que rentrer dans cette condition, on y rentre quand on se met en situation de recréation. Alors du coup, là, tu nous parles donc finalement de rentrer en toi-même pour Dans j'allais une dire, prière, voilà, découvrir quelque chose de toi. Deuxième question, c'est la forme. Oui. Tu disais par exemple pour Fleurs de cimetière, ça a été premièrement un roman, tu l'as balancé, ça a été quelque chose d'illustré, tu l'as balancé, tu es revenu finalement de manière plus classique à la bande dessinée, mais en même temps Fleurs de cimetière est une bande dessinée qui n'est pas classique. Alors déjà, bon, tu as dépassé la case depuis longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui est très fluide, comme narration, etc. À quel moment tu te dis, j'ai envie de raconter quelque chose et je vais le raconter comme ça, comme ça, comme ça. À quel moment tu sens qu'il y a, c'est une phrase bateau, mais l'adéquation entre une forme et un fond, entre quelque chose que tu as envie de raconter et la manière dont tu le racontes. Est-ce que tu l'as imaginé sous d'autres formes? Dans l'exposition au cinéma et bande dessinée, on a une interview avec Lo Hui-Fang, qui est une scénariste que tu connais, et qui se pose la question de savoir, quand elle a une idée, est-ce que ça devient un film, un roman, une bande dessinée, un clip? À quel moment tu as ce sentiment que c'est dans cette forme-là que ça doit s'exprimer? je vous ai dit qu'on va donc dans des espaces où on a l'impression que c'est interdit, qu'on n'ose pas y aller. Même des choses rigolotes, hein, dans les Fleurs de cimetière, je raconte que j'ai un dentier, ce qui est la réalité. Je vous parle avec un dentier. Et que quand une fille m'embrasse, elle ne sait pas qu'elle caresse du plastique avec sa langue. Ça, c'est rigolo, hein. Mais c'est rigolo, mais il faut oser le mettre dans un livre, hein. Mais là aussi, je sais que faisant cela, je fais sourire, mais je parle à des tas de gens qui ont des dentiers et que cette chose-là leur est peut-être arrivée, hein. Bon, donc c'est descendre aussi dans le cimetière, pas dans le cimetière, dans le... Mais après, j'ai ça, je veux dire cela, parce que ça me semble humain d'avoir un dentier et de se poser la question quand on nous embrasse. Qu'est-ce que ça fait? C'est humain, c'est de l'humanité. Mais après, comment le dire? C'est ta question. Eh bien, comment le dire? En vérité, c'est notre incapacité à pouvoir bien le dire. Donc, en vérité, la recréation, après, quand on a toutes les idées qu'on veut mettre, eh bien après, on se trouve devant notre pauvreté d'expression, que ce soit avec les mots ou avec le dessin. On est pauvre, on est tous très pauvres avec la possibilité d'écrire, la possibilité de faire des images par rapport à ce qu'on a à l'intérieur, qui est immense, qui est quelque chose d'immense qu'on voudrait donner tellement, tellement. Eh bien, entre ce qui est là et ce que j'arrive à mettre sur le papier, il n'y a que 10% de ce que j'ai là que j'arrive à mettre sur le papier. Ce n'est pas grave. Je sais, pour Mozart, c'était pareil, pour Bach, c'était pareil, pour Shakespeare et Molière, c'était pareil. Et pour tout le monde, c'est pareil. On est tous très démunis, très pauvres. Alors, voilà, j'essaye au mieux entre le dessin, parce que la bande dessinée a cette chose fabuleuse par rapport quelquefois à la littérature, c'est qu'il y a l'image et le texte. Il y a quelque chose le texte, là où il ne peut pas aller, tout d'un coup, le trait peut aller. Le trait musical, le dessin, la fleur, je ne sais quoi. Un truc qui, avec le texte, va faire qu'il y a une faille dans laquelle on peut rentrer pour aller plus loin que ce que les mots n'arrivent pas à dire. Mais il faudrait même aller plus loin, pourquoi pas faire dans le livre, mettre aussi une vidéo, hein, pourquoi pas, puisqu'à un moment donné, le texte et l'image statique ne sont plus valables et qu'on pourrait mettre
Peut-être dans l'avenir avec les ordinateurs, bon, je ne sais pas. Mais je ne suis pas dans l'avenir, je suis là. Et donc, on est pauvre. Et là, il y a quelque chose d'immense pour nous tous, hein, pour nous tous. J'étais avec Moebius, puisque Moebius, on était, je le savais, mais parce que j'étais assez copain avec lui. Et une fois, il allait mourir. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Et il avait un cancer, mais on ne se parlait pas de cela. Et enfin, on n'était pas assez copains, mais là, ce jour-là, on est devant tous les deux un dessin de nous qui est exposé. Alors on regarde. Ce n'était pas les meilleurs dessins qu'on avait fait, ni lui ni moi. Mais dans les expositions, des fois, on met n'importe quoi. Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de très belles expositions. Il y avait n'importe quoi. Avec de magnifiques dessins, et c'est pas vrai. Alors tous les deux, on regarde. Et je le vois un peu dubitatif, et moi, je le suis aussi. Et j'en profite, mais je ne savais pas qu'il allait mourir, je le répète. Et je lui dis, Jean, est-ce qu'une fois, dans tout ce que tu as fait, il y a quelque chose où tu as été vraiment content, que tu as fait, que tu as été vraiment content? Alors il me regarde, il était plus grand que moi. Hein. Il me regarde, il regarde son truc, et il me dit, non. Et j'ai dit, moi non plus. Donc on est au moins deux. Mais je sais bien qu'on n'était pas deux. On ne peut pas être content de ce qu'on met sur le papier. On fait au mieux. Comme je l'ai dit, on en tremble, on en pleure des fois. On a la main, mais c'est que dalle, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a dedans. Et c'est vrai pour nous tous. Quand on élève des enfants, qu'on aille se promener, qu'on dise à quelqu'un « je t'aime », on ne sait même pas si c'est vrai, mais on s'engage. Et on est responsable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on continue. Et puis c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on aime. Et puis c'est vrai que c'est beau d'avoir des enfants, et ainsi de suite. Mais sur le fond de nous, on n'en est pas sûr, on n'en est jamais sûr. Moi, je ne suis pas sûr, j'ai 5 enfants, mais waouh, j'ai fait ça, moi. Oui, je me suis appliqué, ok, mais rien n'est évident. Rien. Seulement, nous sommes des êtres humains. Et ce qu'on met sur le papier, eh bien, il y a le lecteur qui va prendre ce papier avec le dessin. Lui, le lecteur, il est aussi un être humain. Il est aussi un créateur quand il est devant un film, quand il écoute une musique, quand il va dans une exposition. Il devient créateur. Et lui, ce que nous n'avons pas su mettre, mais où nous sommes allés assez loin, pour ouvrir chez elle, chez lui, quelque chose qui va faire que lui remplit tous les blancs dans lesquels on n'a pas su aller. Et c'est ça l'humanité. Et il va remplir les blancs, il va aller même au-delà de ce qu'on a mis. Il va aller en lui, avec ce qu'on donne. Et il va en trembler, comme je tremble des fois quand je lis un livre, quand je vais au cinéma. Vous avez vu la couleur bleue du caftan? Mamma mia, mamma mia. Là, ça touche le fond. Eh bien là, un autre film aussi, un chinois, Le Retour des Hirondelles, maman aussi. Bon, là, le bleu du caftan, c'est marocain, une femme marocaine. Alors, donc, les êtres touchent ces endroits-là et qui font que nous, on y va. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes. C'est dramatique et c'est impossible de couper Edmond Baudouin dans la beauté de ce que tu nous dis. Mais comme nous dit Woody Allen, je veux bien changer le monde, mais vous avez vu l'heure qu'il est. Donc, on a des séances par la suite. Je te relance sur un deuxième rapport à l'autre, parce que tu parlais donc du scénario finalement qu'on trouve en soi. Voilà, le soi étant le meilleur lieu où les scénarios prennent forme, mais tu as aussi cette expérience des visages, cet accueil des visages, cette expérience que tu as développée d'aller dans des lieux difficiles, donc le Mexique, la Colombie, et puis même en France, où tout à coup, ça n'est plus ton intériorité que tu cherches à toucher, mais celle de quelqu'un d'autre à travers... Donc c'est Michael Levinas, le philosophe, qui a beaucoup parlé du visage, comme justement l'accueil de l'autre. La première manière où on peut toucher l'autre, c'est le visage. Vous savez, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Le portrait, au fond, si je regarde tous les livres que j'ai faits, depuis que je fais des livres, on va dire que j'ai 2 grandes lignes. Le portrait
et le voyage, le ailleurs. Mais le portrait, j'ai commencé par les portraits. Ma mère, j'ai dit ma mère, mon frère Pierrot, mon grand-père, mes grands-pères. Aujourd'hui, j'ai assez parlé de moi. J'écris maintenant sur moi-même, mais là c'est un livre. Mais plus de bande dessinée où je parle de moi. Les fleurs de cimetière, ça englobe. Mais le portrait, c'est immense. L'autre, l'autre, l'autre. Et quand j'étais dans la Roya avec Jean-Marc Troups, on était chez des gens, mais Cédric Héroux est le plus connu, et puis c'est là qu'il arrivait le plus de migrants. Donc ils arrivaient chez Cédric Héroux. Il y en a certains qu'on a vus arriver en courant. Hein. Ils étaient poursuivis par la police et ils rentraient dans le domaine de Cédric Héroux. Et après, la police ne peut plus rien parce que la police ne peut pas rentrer dans un domaine immobilier. Si vous êtes en voiture, vous êtes un passeur. Mais s'ils rentrent dans votre jardin, vous n'êtes pas un passeur. Et la police n'a pas le droit de rentrer. Il est chez vous. Et si ce n'est pas un criminel, et quelqu'un qui traverse des frontières n'est pas un criminel, a priori. Si ce n'est pas un criminel, la police ne peut rien. Il est chez vous, mais après, qu'est-ce que vous en faites, hein? Il est chez vous. Bon, mais après, c'est autre chose. Mais donc, on les voyait, ces jeunes gens, arriver, poursuivis par la police, et hop, ils rentraient, et voilà, après, mais il n'y avait pas de passeur, vous savez, le passeur, c'est un portable, hein. Ils savaient l'adresse exacte, en partant d'Italie, c'est marqué le chemin, pour arriver chez Cédric Héroux. Bon, passons. Ils sont là, ils sont jeunes. Et puis voilà que moi, un vieux bonhomme, je me mets en face de lui. Il y a 3 heures, certains, il y a 3 heures, il courait encore dans la montagne. Et maintenant, il est là. Et moi, je lui dis, tu me regardes dans les yeux. Je lui mets les... Parce qu'il ne comprend pas. Le français, il est soudanais. Et j'ai un carnet. Et pour lui, il y a 3 ans, des fois, qu'il n'avait plus le droit de regarder quiconque dans les yeux. Pas en Libye, où il peut se faire... pas en Italie, la police, tu ne regardes pas dans les yeux. Et là, il y a un vieux qui lui dit, tu me regardes dans les yeux. Et en Afrique, ce n'est pas poli de regarder un vieux dans les yeux. C'est comme ça. C'est la politesse. C'est pas poli de regarder un vieux dans les yeux. Et là, c'est un vieux blanc, en plus, qui lui dit, regarde-moi dans les yeux. Alors, 3 ans de plus avoir regardé quelqu'un. Et que tout d'un coup, c'est ce vieux-là qui demande cela. Et qui regarde. Et pendant un quart d'heure, on se regarde. Pendant un quart d'heure, on se regarde. Et il se passe des choses. Là, des choses, comme je dis, du précipice. Et là, il vient des larmes dans les yeux du garçon. Et il vient des larmes dans mes yeux. Et tous les deux, on pleure. Qu'est-ce qui se passe ? Je dessine et j'arrive plus à dessiner. Il pleure et je pleure. Et c'est extraordinaire. Ce dessin, je le donne dans son sac. Il va être abîmé en 3 jours. Il va dormir dessus. Mais quelle importance. Il va faire une photo. Parce qu'il a un portable. Parce qu'ils ont la Croix-Rouge donne des portables. Hein, on donne. Et dans son portable, il y a « J'existe, je suis vivant ». Quelqu'un m'a regardé. Quelqu'un m'a donné le portrait. Et c'est un acte, mais pour tout le monde, c'est un acte extraordinaire. Mais pour lui, il envoie à ses parents la photo. Je suis vivant, on m'a dessiné. J'ai vu en Colombie des choses de cet ordre. Une femme, en Colombie, je posais la question, comme c'était des gens déplacés par la guerre, FARC et paramilitaires, donc la question était, quel est votre souvenir le plus important, puisqu'ils ont été déplacés, de souvenir d'où vous venez. Quel est votre souvenir le plus important? Et une fois, je me trouve, mais des histoires extraordinaires là aussi, je me trouve avec une femme, elle n'était pas belle, elle avait une 40aine d'années, elle était petite et je la dessine. Et je lui demande la réponse, quel est votre souvenir le plus important? Et elle est là, elle hésite, elle n'arrive pas à me le donner. Et puis j'attends. Et puis elle me dit, je sais que c'est maintenant. Et elle a 40 ans, 45 ans, je ne sais pas. Waouh, voilà ce qui se passe dans le portrait. Elle, ça va au plus loin. Mais voilà ce qui peut se passer. Si vous dessinez, vous faites des portraits, vous verrez. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé le portrait?
qui ont refusé que tu fasses leur portrait ou Il y a- qui ont refusé cette confrontation peut-être? Non, il n'y a qu'une sorte de personne. Mais alors là, peut-être MeToo réglera le problème avec les années. C'est les vieilles dames. Les vieilles dames ne veulent pas. Certaines vieilles dames. Et pourquoi elles ne veulent pas? Parce que la pression, hein, justement, millénaire. Je ne suis pas belle. Mais oui, tes enfants, ils vont aimer avoir le portrait de la grand-mère, de toi, grand-mère. Non, je ne suis pas belle, je ne veux pas. Seulement les vieilles dames. Mais pas toutes, hein. Certaines vieilles dames, c'est les seuls refus que j'ai eus. Alors peut-être une dernière question, je me lance. Quel est ton prochain scénario? Et peut-être même une dernière question, quel serait ton dernier scénario? Mais là, il y a donc un livre sur la Syrie, un livre à venir sur les légionnaires. Je finis un livre avec Emmanuel Lepage. Là, on est descendu dans le précipice tous les deux, parce que lui, il fait du classique. Et moi, je fais ce qu'on appelle qui est autre chose. On est allé au Chili pour aller voir les étoiles à Atacama. Donc c'est un livre a priori sur les étoiles. Mais on a eu la chance d'être là-bas quand il y a eu l'élection de Boric. Alors on a manifesté dans la rue. On était contents. Là, pour une fois, il y a longtemps que je n'avais pas été content à des élections. Mais là, on a été contents. On a manifesté avec des millions de personnes là. Alors, bon. Et puis on est allés tous les deux dans quelque chose à nous deux. Qu'est-ce que c'est le dessin? Qu'est-ce que c'est ces chapelles qu'on fait entre, ben voilà, ce que je fais moi, qui est alternatif ou moderne? C'est vrai, je ne peux pas le nier. En 2024, à Beaubourg, il y aura une grande exposition, pour la première fois, une grande exposition de bande dessinée au 5e étage. Après, ils ferment Beaubourg pour quelques années, pour le refaire. Eh bien, dans cette exposition, il y a une centaine d'auteurs, japonais, américains, et j'y suis aussi. On me marie avec Artaud, je ne sais pas pourquoi, mais je vois des gens, le 6 là, de Beaubourg, mais Artaud, parce que les têtes ouvertes, parce que voilà, bon, mais je ne suis pas Artaud. Hein. Mais ça fait rien, ça ne m'embête pas d'être avec Artaud. Mais voilà, il y a une centaine d'auteurs. Et c'est vrai que dans ces auteurs, eh bien, ici, je suis le seul. Et Emmanuel Lepage n'y est pas. Donc, il y a effectivement, je ne me vante pas, je dis simplement, mais dans ce livre, on défait cela, on détricote cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il met autant que moi, il se met autant que moi, il va dans le précipice autant que moi, à sa manière à lui. Et sa manière à lui, il est tellement... Il n'arrive pas à aller dans des espaces où je vais. Mais il ne peut rien. Je veux dire, tout le monde n'est pas capable de... C'est pas capable. Je dois avoir une impudeur qui fait ça. C'est déjà ce que Greg Thompson était venu chercher chez toi. Mais Craig Thompson n'y est pas non plus dans ce sens-là. Non. Il y a beaucoup de personnes, mais on est une centaine, mais il n'y a pas Craig. Voilà, mais je vous dis, c'est là, donc, au point de vue art, l'art officiel, je serai dans l'art officiel et tout le monde n'y est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est des trucs décidés, ça. C'est pas nous qui décidons cela. Ça nous échappe. C'est pas... J'ai rien fait pour cela. Non, c'est pas... Il faut bien savoir. Voilà, sauf ta sincérité. C'est pas des trucs qu'on décide. Hein. Je crois pas. Je crois pas. Je vous ai dit, je vous ai parlé que d'un individu qui est moi. Hein. Mais un très bel individu. Non, mais Merci beaucoup, Edmond Baudouin, de Merci. ce moment passé avec toi. Je vous ai dit un secret, là, hein, pour l'exposition. Donc personne ne sait qu'en 2024, à Beaubourg, il y a quelque chose et que Edmond fait partie des 100 choisis. Voilà. Donc le festival continue, baladez-vous. Il y aura maintenant une visite guidée de l'exposition cinéma et bande dessinée avec David. Edmond est là encore pour jusqu'à demain. Donc bonne continuation de ce festival. Et il y aura une table ronde ici demain matin à 11h avec Lou Huifang, Arnaud Le Gouffellec et Régis Autière autour de nouveau de la question du scénario, puisque ce sont 3 scénaristes à qui on donnera la parole pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce métier un peu étrange de scénariste de bande dessinée. Merci beaucoup.